tout le monde, c'est Déborah, je suis toujours dans mon placard le temps que le nouveau studio soit terminé. Aujourd'hui, on va reparler de Sylvester Stallone et plus particulièrement de la trajectoire assez compliquée, pour pas dire foirée, de sa carrière depuis les années 2010. Vu que j'avais déjà écrit sur le sujet sur le site et que j'ai reçu un bon nombre de commentaires pas très sympas, j'ai compris que c'était un sujet sensible, donc je précise quand même que j'aime beaucoup Stallone, je chouine devant les premiers Rocky et Rambo et je défendrai corps et âme Cliffhanger, Demolition Man, Daylight ou même Cobra. Parce que Sylvester Stallone, c'est une gueule de cinéma, c'est aussi une musculature démesurée qui a porté ses personnages dans la pop culture sur plusieurs décennies, en plus de sa triple casquette d'acteur, scénariste et réalisateur. Bref, je trouve qu'il a une carrière fascinante, aussi bien dans le succès que l'échec. Et tant mieux parce que les échecs, il en compte quand même pas mal. En fait, le parcours de Stallone à Hollywood, c'est une sorte d'électrocardiogramme. Ça monte, ça descend, ça stagne, ça remonte et ça redescend, et c'est comme ça depuis ses débuts. On le sait, le rôle qu'il a propulsé sur le devant de la scène, c'est le premier Rocky, un film qu'il a écrit alors qu'il avait du mal à se faire un nom et qui, comme le reste de la saga, reflète sa vie à un moment bien précis, comme une sorte d'autobiographie très fantasmée. Rocky Balboa est donc son personnage miroir, sa vie, son œuvre, et chaque comeback triomphant qu'il a pu faire a toujours renforcé le parallèle entre lui et son alter ego fictif. Cet acharnement qu'il revendique à travers son fameux mantra, le keep punching, ça a forgé sa carrière et relancé sa carrière plus d'une fois, mais le fait de refuser obstinément d'être mis sur la touche, de laisser partir ses héros, de toujours vouloir mener un dernier combat en se complaisant dans les mêmes archétypes, c'est aussi refuser de s'arrêter à temps et donc louper l'occasion de sortir auréolé du ring tout en saboutant son propre mythe. Et je veux pas dire par là qu'il aurait dû partir à l'EHPAD, mais plutôt se tourner vers des rôles moins physiques, vers de nouveaux personnages et des registres qu'il a moins explorés, plutôt que de s'entêter à rester à sens unique. Aujourd'hui, Stallone a 76 ans, bientôt 77, et de plus en plus, on peut se dire qu'il a malheureusement raté sa sortie, qu'il a continué quand c'était pas nécessaire pour finalement devenir sa propre caricature, prisonnier quelque part entre Rocky et Rambo. Avec le recul, il paraît clair que le bon timing, ça aurait été au début des années 2010, après une décennie très riche en rebondissements. Pour bien comprendre, il faut juste rembobiner un peu. En 1997, il est à l'affiche de Copland, un film réalisé par James Mangold, dans lequel il est utilisé à contre-emploi, jusqu'à presque devenir l'antithèse de ce qu'il incarnait jusque-là. Il joue un shérif à la ramasse qui n'a pas les compétences pour rejoindre les policiers qu'il admire. Pour le rôle, il a accepté un plus petit cachet, mais aussi de prendre du poids pour laisser les muscles de côté. Soit tout ce qu'il faut pour imaginer un Stallone quinquagénaire transformé et plus diversifié dans ses choix. Sauf que non, Copland était une parenthèse plus qu'un déclic et Stallone a replongé tête baissée dans ses rôles de prédilection dans une suite de films plus anecdotiques, voire vraiment ratés, de dérivés de Rocky et Rambo où il se complaît dans la figure du combattant sur le retour en qui personne ne croit. On peut citer Get Carter, le remake dans lequel il joue un mafieux très premier degré qui veut se venger et prouver à tout le monde qu'il ne croyait pas qu'il avait en fait raison. Il y a aussi le nanardesque Driven où il a retrouvé Rennie Harlin après Cliffhanger et qu'il a présenté comme le Rocky de la Formule 1 avec un ancien pilote vedette qui ressort la monoplace du garage pour une dernière course. Il y a aussi Compte à rebours mortel, où il retrouve les instincts de traqueur de Rambo, et Mafia Love, une comédie d'action où il joue un garde du corps qui sauve une femme. Évidemment, en plus de ne pas être très bien reçu par les critiques, tous ces films sont aussi des gros flops au box-office. Et c'est pas allé en s'améliorant avec Spy Kids 3D, dans lequel il joue un méchant en roue libre, comme le reste du film d'ailleurs, et qu'il a accepté dans l'unique but de faire plaisir à ses enfants, et on sait que ce genre de motivation ça donne rarement quelque chose de bon. Il y a aussi eu son caméo dans Taxi 3 où il joue un simili James Bond mais surtout une roue de secours parce que la demande avait d'abord été faite à Pierce Brosnan qui contractuellement ne pouvait pas jouer l'agent 007 en dehors de la franchise. Bref, tout ça pour dire que Stallone était dépassé et relégué au rang de relique. Donc c'était le moment idéal pour redorer son blason en faisant un comeback. Et qui de plus adapté pour ça que Rocky ? Surtout que Stallone gardait un goût amer dans la bouche depuis l'échec de Rocky V, qui n'était clairement pas la conclusion que méritait le personnage, même si le scénario l'imposait comme tel. Du coup, il s'est battu pendant une dizaine d'années pour faire un dernier tour de piste dans un Rocky VI, alias Rocky Balboa. D'après lui, aucun producteur n'était emballé, il a essuyé plusieurs refus, même de la part des autres acteurs de la franchise, et là, le storytelling est juste parfait. Il était le seul à y croire, tout le monde y voyait un échec inévitable, et ne pensait pas que Stallone puisse renfiler son short et ses gants de boxe à plus de 60 ans. Le scénario s'est donc nourri de tout ça et a transposé cette réalité dans la fiction en présentant un Rocky restaurateur après la mort d'Adrian. Il a besoin de retrouver un sens à sa vie, de prouver au monde et de se prouver à lui-même qu'il est bien capable de livrer
livrer un dernier combat, qu'il en a encore dans les tripes et qu'il n'est pas là pour être piétiné par la nouvelle génération. La légende n'est pas morte et il peut encore être un challenger. Ça a offert au public une conclusion qui retourne aux racines de la franchise, qui reprend des allures de conte de fées sportifs, mais avec une nostalgie et une mélancolie puissantes. C'est beau, c'est mégalo, mais un peu naïf, donc c'est très touchant en même temps, et en plus ça lui a permis de revenir à la réalisation, ce qu'il n'avait pas fait depuis Rocky IV. Dans la lancée, il a aussi réhabilité et remobilisé Rambo, après l'échec de Rambo 3, qui était déjà obsolète et ringard au moment de sa sortie. En miroir de Rocky Balboa, ce quatrième volet s'appelle John Rambo. Et si le film est une véritable boucherie humaine, c'est là encore une bouffée nostalgique et mélancolique pour le public comme pour la vedette. C'est aussi le volet de l'apaisement où à la fin Rambo retourne enfin dignement chez lui aux États-Unis pour rendre visite à son père. C'est aussi le premier et seul volet de la franchise que Stallone a lui-même mis en scène pour symboliser sa réappropriation de cette figure mythologique et sa réinscription dans le présent alors qu'elle semblait figée dans le passé. Pour les deux héros comme pour leur interprète, c'était donc un retour presque miraculeux mais nécessaire et donc théoriquement le moment des adieux pour que Stallone puisse enfin sereinement tourner la page. Mais comme Hollywood aime bien déterrer les cadavres, l'histoire ne s'est pas arrêtée là et c'est tout le problème. Stallone avait envie de rempiler avec un Rocky 7 qui, un peu comme dans le 5, l'aurait vu prendre un jeune boxeur sous son aile, sauf que l'acteur et scénariste ne possède pas les droits sur la franchise dont il a été de plus en plus dépossédé. Rocky 7 a donc en quelque sorte laissé place au spin-off Creed consacré à Adonis, le fils illégitime d'Apollo Creed qu'entraîne le vieux Rocky. Perso, j'aime pas spécialement ce film, mais je reconnais volontiers que Stallone et Rocky y sont particulièrement touchants dans leur vulnérabilité. Il a d'ailleurs valu à Stallone sa première nomination aux Oscars depuis Rocky en 1977. Mais tous les défauts que je voyais déjà dans ce premier volet se sont d'après moi accentués dans Creed 2. Ce deuxième volet jongle entre deux époques mais manque d'équilibre. Rocky a survécu à son cancer et n'a plus grand chose à faire et devient une sorte de papy spirituel qui donne des conseils et traîne en arrière-fond. Ce n'est plus son histoire, mais sa présence, comme celle d'Ivan Drago, empêche d'être celle d'Adonis. Son arc narratif se conclut vu qu'il retrouve son fils et part de Philadelphie, mais sur une note beaucoup moins puissante que dans Rocky Balboa. Et c'est encore pire pour Rambo, qui lui aussi a fini par revenir en 2019 dans Rambo Last Blood. L'acteur avait pourtant expliqué en 2010 qu'il était sûr à 99% qu'il n'y aurait aucune suite au film de 2008 parce qu'il avait bouclé la boucle avec John Rambo. C'est donc le 1% restant qui a gagné et nous qui avons perdu car le film est retombé dans tous les travers de la saga avec un propos bien réac, un Stallone fatigué et une mise en scène au rabais qui se sert de geyser de faux sang pour camoufler l'essoufflement logique de l'acteur. Là encore, le personnage ne meurt pas parce que Stallone ne veut pas faire mourir ses héros, quitte à les faire survivre à tout et n'importe quoi au point d'en devenir ridicule. Et ne pas vouloir le tuer ne l'empêche pas de maltraiter l'ancien béret vert qui, là encore, quitte le public en lui laissant ses lettres de noblesse durement récupérées une dizaine d'années auparavant. En plus de ça, le film a été un gros flop au box-office et pour parfaire la misère, l'auteur du roman original, David Morrell, a décrit Last Blood comme une épave et a ajouté qu'il trouvait embarrassant d'y avoir son nom associé, qu'il se sentait déshumanisé et comme un moins que rien après avoir vu le film. Il aurait donc mieux valu laisser les personnages où ils étaient et surtout laisser au public un meilleur souvenir d'eux. Et ça, le fait de ne pas vouloir laisser ces personnages tranquilles, c'est aussi un problème auquel il a été confronté avec la franchise Expendables, alors que c'était là encore un retour inattendu à presque 65 ans dans le registre de l'action pleine de sueur et de testostérone. Ce film sorti en 2010, c'était clairement une note d'intention, réunir les acteurs de série B et d'action des années 80 et 90 pour former une troupe de marginaux laissés pour compte envoyés en mission suicide. On aurait encore pu croire à un baroud d'honneur avant les adieux, cette fois au genre dont il a été un fidèle représentant. En plus, durant le festival du film de Los Angeles, un peu avant la sortie, Stallone avait évoqué la possibilité que ce soit son dernier film en tant qu'acteur. D'après lui, son ambition était de passer pleinement de l'autre côté de la caméra en réalisant des films sans jouer du dent. Il a même déclaré qu'il se savait en sursis et que sa longévité dans le métier dépendrait de cette capacité à opérer cette transition. Mais comme ce premier film Old School a été un joli succès commercial et critique, Stallone a fait l'inverse de ce qui était prévu. Expendables 2 est sorti 2 ans plus tard, toujours avec Barney Ross au centre de l'affiche, mais cette fois Simon West à la réalisation. Et Expendables 3 a encore plus tiré sur la corde en 2014, en s'avérant être l'opus le plus faible, aussi bien au niveau de la critique que du box-office, empêchant le personnage de vraiment devenir une icône comme pouvait l'être Rocky ou Rambo à ce moment-là.
Même si l'ambition, les moyens et l'aura ne sont pas du tout les mêmes, Stallone s'est aussi accroché un peu fort à un autre de ses personnages, Ray Breslin. Après le premier Évasion, plutôt bancal de 2013, où il partageait l'affiche avec Arnold Schwarzenegger, une suite est sortie directement en VOD avec Dave Bautista en second rôle principal et une volée de bois vert à défaut d'une pluie de billets. Le film a été étripé par la critique, mais un troisième volet avait déjà été annoncé pendant la production du second et le tournage a même commencé avant sa sortie. En s'assumant comme une série B beaucoup plus modeste, le film s'en est un peu mieux sorti, mais pas non plus de quoi faire entrer le pro de l'évasion au panthéon des personnages de Stallone. Entre les deux, il a aussi essayé de donner naissance à un autre héros qu'il a lui-même décrit comme une sorte de fusion entre Rocky et Rambo dans Du plomb dans la tête. Il y joue un tueur à gages bien énervé qu'il espérait voir devenir la nouvelle icône des nouvelles générations. Malheureusement, le film a été un échec cuisant, si bien que le magazine Forbes l'a inclus dans le top 10 des plus gros flops cinématographiques de 2013. Du coup, ce bid nous a quand même épargné une suite et c'est certainement ce qui en avait de mieux à y gagner. Étant donné qu'il s'est accroché à des dérivés de Rocky et Rambo après Rocky Balboa et John Rambo, on aurait donc dû voir venir les signes avant-coureurs de Creed et Last Blood. Dans un registre plus parodique, il avait aussi continué à faire vivre Rocky à l'occasion de la comédie Match Retour, dont le nom est sans équivoque. Le scénario rappelle donc sur le ring l'interprète de Rocky, mais aussi celui de Jake LaMotta, le boxeur culte de Robert De Niro dans Raging Bull, le film de Martin Scorsese. Sur le papier, ça aurait pu être drôle de voir Stallone dans une complète autodérision et désacralisation du personnage. Mais le film est ce qu'il est, et il s'est finalement pris un chaos technique par la critique, en plus d'avoir été boudé par le public. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que Stallone est retourné tête baissée dans le cinéma d'action bien bourrin. Cet aspect plus second degré dans la démarche méta, on aurait pu la retrouver l'année dernière avec le film Le Samaritain. Après avoir incarné des surhommes tout au long de sa carrière, Stallone y incarne pour la première fois un vrai super-héros qui sort de la retraite dans un dernier combat contre un groupe de méchants, histoire de sauver sa ville et un enfant pour parfaire le tableau et le cliché. Sauf que tout est très premier degré et très peu convaincant, vu que, comme dans Last Blood, tout est fait pour tenter de cacher le fait que Stallone est physiquement amoindri. Là encore, j'irai toujours pas chercher la merde avec lui, il reste très en forme pour son âge, posez vos armes s'il vous plaît, mais un septuagénaire dans un film de super-héros où il est censé combattre, bah ça laisse pas vraiment le cul par terre. Dans la série Tulsa King, c'est pareil. Il reprend le rôle bien calibré, bien sur mesure du vieux gangster qui doit rebâtir un empire en repartant de rien et prouver qu'il en veut encore et ne compte pas se laisser enterrer sans broncher. Et quand on voit les futurs projets annoncés, il y a de quoi se dire que Stallone ne lâchera jamais cet archétype de personnage et les démonstrations d'ego trip. Ce sera probablement le cas avec la suite annoncée de Cliffhanger, où il devrait bien reprendre le rôle de Gabe Walker. On imagine difficilement refaire de l'escalade à main nue par -6 degrés tout en décimant un groupe de terroristes, mais plus dans le rôle de celui qui transmet ses connaissances à d'autres alpinistes et gardes forestiers, histoire de faire une redite de Creed pour poursuivre le mal qui a déjà été fait depuis longtemps et continuer la descente en rappel, qui est malheureusement sa fin de carrière. Du coup, je termine avec un peu d'auto-promo en vous renvoyant vers ma vidéo de Cliffhanger où je reviens sur un autre passage à vide de Stallone avant une énième résurrection. Avant de vous quitter, j'insiste aussi sur le fait que Écran Large a plus que jamais besoin de votre soutien. Sur le site, on propose un abonnement pour avoir accès à des dossiers exclusifs. On a aussi un podcast qu'on essaie de faire grandir et vivre et on vous laisse tous les liens dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine!